Salut les sportifs! Je vous souhaite la bienvenue pour ce 5e numéro des Gouttes à Vieux. Aujourd'hui, nous allons écouter le récit d'une sportive de haut niveau. Elle nous parlera des difficultés auxquelles elle est confrontée en tant qu'athlète dans le sport français, dans un contexte de pandémie mondiale. Nous retrouverons donc Loïc Lepoutre, CMO de Goutaille, qui animera ce podcast, en compagnie de Charlotte Mouchet, athlète de haut niveau en 800 mètres, mais aussi étudiante dans la gestion de l'environnement. Je vous embête pas plus, ouvrez grand vos oreilles et passez un excellent moment. Bonjour à tous, bonjour les familles, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous accueillir sur ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je reçois Charlotte. Charlotte, je vais te laisser te présenter, raconter un petit peu à tout le monde qui tu es, ce que tu fais dans la vie et tes projets dans le futur. Bonjour à tous. Donc, mon nom, c'est Mouchet Charlotte. Je suis une athlète avec un double projet puisque je fais des études à côté. Donc, je fais de l'athlétisme depuis 8-9 ans, quelque chose comme ça maintenant. J'en ai 24. Je vais sur ma 25e année au mois de juin. Ma spécialité, c'est le 800 mètres. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est une discipline de l'athlétisme où on fait 2 tours de piste. Donc, c'est considéré comme du demi-fond puisqu'on est entre la vitesse et le long. En tout cas, dans nos entraînements, c'est comme ça qu'on le travaille pour la plupart du temps, surtout quand on a un profil un peu mixte. Et en termes de double projet, donc comme je disais, au niveau des études, j'aménage en fait mon cursus universitaire. J'ai utilisé la fac pour le faire. C'est-à-dire que j'ai commencé par un diplôme à l'université de Bordeaux dans le génie civil, donc un DUT, en 3 ans au lieu de 2 ans. Ensuite, j'ai fait une licence d'ingénierie mécanique donc que j'ai faite en 2 ans au lieu de 1 an. Et aujourd'hui, je me dirige sur un master dans la gestion de l'environnement. Et j'ai fait le choix cette année de le demander en téléenseignement afin de pouvoir un peu vaguer à mes occupations d'entraînement à côté. Par exemple, là, je vous parle depuis l'hôtel de Montegordo au Portugal et en face de moi, j'ai l'océan. Donc voilà. Charlotte, on se connaît depuis un petit moment. Je voulais, en ce mois de janvier, recevoir des femmes impactantes dans leur sport. Est-ce que tu peux te raconter un petit peu à quel niveau tu pratiques, par qui tu es encadré et quels sont tes objectifs, en fait, tout simplement? Les objectifs, comme toute personne qui s'implique dans son projet sportif à niveau international, le Graal, c'est forcément les Jeux Olympiques. Mais avant les Jeux Olympiques, il y a plein d'étapes. Hein. Déjà, nous, on est un sport chronométrique. Donc, déjà, si tous les ans, je peux continuer à battre mes records sur 800 mètres et voir peut-être plus tard 1500 mètres, ça serait génial pour moi parce que plus je progresse au niveau chronométrique, plus je m'approche du gratin international. Et donc, du coup, je pourrais faire des compétitions de l'ordre de championnat d'Europe, championnat du monde, des coupes des championnats méditerranéens, etc. Donc voilà, j'ai un niveau, on va dire aujourd'hui, international B, c'est-à-dire que je n'ai pas encore de sélection en équipe de France A, mais j'en suis tous les ans, on va dire, très proche. Donc cet hiver, on a les championnats d'Europe en salle qui sont encore normalement maintenus. Donc j'espère que ça va continuer comme ça. C'est assez instable depuis... le sport en général est assez instable depuis qu'il y a le coronavirus, puisque au niveau des rassemblements sportifs, on va dire qu'on n'est pas les privilégiés, et donc c'est assez compliqué. On arrive quand même à avoir des compétitions, mais tout comme les Jeux Olympiques de l'été dernier ont été reportés, donc c'est vrai qu'on marche un peu sur des œufs. Mais bon, une des compétences principales dans le sport en général, c'est l'adaptabilité, donc c'est ce qu'on fait tous les jours. Tu m'avais demandé, je crois, quand est-ce qu'on s'est rencontrés? Non, je sais plus. Non, je te demande, non, mais ça, je sais quand t'es Je suis rencontré. une mauvaise élève. Non, mais c'était je pense que c'était en 2015, 15-16, ouais, c'est ça. Ouais. 15-16, un truc comme ça. Non, ce que je te demandais, c'est ta structure d'entraînement. Donc, tu Ma t'entraînes avec structure, oui, donc Patricia. voilà. Qui est Patricia? C'est ça. Comment? Ça fait depuis 5 ans que tu fais avec elle. Ouais, c'est ça. Donc en fait, moi, je suis. Alors avant, j'ai commencé l'athlétisme chez mes parents, donc dans le Lot. Je faisais ça comme sport loisir. Et puis après, je me suis dirigée sur Toulouse pour faire mon lycée. Donc j'ai commencé à faire un peu d'athlétisme, à viser les championnats de France, des médailles aux championnats de France. Mais bon, j'étais encore jeune parce que j'arrive à Bordeaux en 2015-2016, donc je devais avoir 19 ans. Et à partir de ce moment-là, en fait, c'est la Fédération française d'athlétisme j'étais blessée
à 18-19 ans. Donc, j'ai fait appel à la Fédé pour leur demander où est-ce que je pouvais continuer mon entraînement tout en continuant mes études. Donc, malheureusement, j'avais pas été acceptée à l'INSA à Toulouse. Donc, j'ai regardé un peu en France ce qu'il y avait. Et puis, on m'a orientée dans un projet commun avec Patricia Djaté-Taillard. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Patricia, donc mon entraîneur, a le record de France de la discipline du 800 mètres qui est d'une 56-53 et le record de France du 1000 mètres, donc en 2,31. Donc aujourd'hui, elle a quel âge? Elle a 52 ans, pas tout. Donc ça va faire la 6e année que je m'entraîne avec elle. On s'entraîne au sein du pôle espoir de Bordeaux. Donc on bénéficie des infrastructures du CREPS, telles que la musculation, et la piste d'athlétisme du club de Talence. Donc moi, vu que je ne suis pas licenciée dans la région, je dois payer une partie de cette inscription pour pouvoir m'entraîner sur ces lieux communs. Et ça depuis maintenant 6 ans. Voilà. Et tu fais comment ça pour payer? Justement. Merci papa et merci maman. Non, c'est compliqué notre sport déjà. Quand tu es un athlète renommé en fonction de ta discipline, c'est difficile de trouver des financements. Les financements en général, on les a par des sponsors, par des mécènes. Moi, j'ai été sponsorisée par Adidas pendant 3 ans qui m'ont permis de mettre un peu d'argent de côté, mais c'est rien en fait, c'est peanuts, je vais rien cacher, hein. Adidas m'aidait à la hauteur de 5 000 € par an, ils ont fait ça pendant 3 ans, donc j'ai pu mettre 15 000 € de côté pour construire ma carrière, en tout cas essayer. J'ai mon club, donc je suis licenciée à l'Amiens UC dans le Nord, dans les Hauts-de-France, depuis pareil 2015-2016. Donc heureusement que mon club est là parce qu'il m'aide financièrement. Pareil, c'est à peu près une pochette entre 3 000 et 5 000 € l'année. Donc j'arrive à me débrouiller un petit peu avec ça. Après, c'est vrai que donc, une structure comme le pôle de Bordeaux, pour quelqu'un qui est extérieur, c'est 800 € l'année. Donc c'est quand même pas rien. 800 €, c'est pratiquement un cinquième de ce que Amiens me donne, mon club. Donc c'est pas facile. Après, heureusement, moi, j'ai la chance d'être listée au niveau fédéral. Donc les stages auxquels je suis invitée, comme aujourd'hui, on en a à peu près 2 à 3 par an, d'une durée à peu près de 2 semaines, qui nous permet, dans des moments cruciaux de notre préparation, de nous entraîner. Là, par exemple, au chaud. Ça, c'est payé par la Fédé, donc heureusement, c'est pas moi qui débourse. Mais n'empêche que ma vie à côté, vu que mes études, je mets plus de temps que quelqu'un d'un étudiant lambda et que je n'ai pas forcément le temps et l'énergie de pouvoir travailler à côté parce que moi, mes entraînements, c'est entre 9 et 11 entraînements semaine. Donc, c'est-à-dire que je double pratiquement tous les jours et je m'entraîne 2 fois pratiquement tous les jours et mon seul repos, on va dire que c'est le dimanche. Donc, pour moi, avoir trouvé de l'argent à côté, c'est compliqué. Donc, je suis actuellement, depuis quelques années, à la recherche de mécènes. Mais ça aussi, c'est difficile parce que les gens qui sont un peu dans la communication, le marketing et tout, ou qui cherchent des sponsors ou des mécènes pour des clubs, les gens qui connaissent un peu ce travail, ils savent bien que c'est difficile, ça demande beaucoup de temps en fait. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Et nous, c'est difficile d'aller chercher un peu à droite, à gauche, ou même d'avoir d'un côté l'entraînement, d'avoir aussi, moi, mon double projet, les études, puis la recherche de sponsors et de mécènes, et puis l'organisation de la saison, et puis aussi les moments un peu off où tu lis un bouquin. Donc tout ça, c'est un peu difficile. Et donc en termes de finances, c'est vrai que un sport comme l'athlétisme, qui déjà de 1 n'est pas beaucoup reconnu, en fait, nous, nos structures sont souvent du bénévolat, c'est-à-dire que des clubs, les clubs ne sont pas professionnels, donc c'est souvent du bénévolat. Donc, on n'a pas des mêmes financements que des clubs pro dans des sports co comme du foot, du handball, etc., quoi. Tu vas tellement vite, comme d'habitude. Je vais avoir plein de questions sur ce que tu viens de dire. Mais avant tout, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui se demandent, c'est quels sont tes records? Alors moi, je m'étais arrêté à 2,03 et quelques il y a quelques années, mais je pense que tu as progressé. Ouais. Alors, sur 800 mètres, mon record, c'est 2 minutes 2,85. Ensuite, c'est mon chrono de référence parce que je ne suis pas spécialiste du 400, je ne suis pas spécialiste du 1500 aujourd'hui.
J'ai des chronos qui ne sont pas nuls, hein, loin de là. Hein. J'ai des chronos qui, au Sur niveau national qui sont bons. J'ai 4,17, c'est pas exceptionnel. Hein. Je vaux mieux, hein, c'est sûr, mais c'est vrai que c'est pas une distance que qu'on place dans une saison parce que c'est pas mes objectifs principaux. Après, c'est pareil, peut-être pour les gens qui nous écoutent, qui font peut-être un peu plus de long parce que c'est un peu votre profil à Gouttaï sur 10 bornes. Préparer, enfin pas forcément préparer, mais l'hiver avec l'endurance que je fais, je pense pouvoir courir 35 minutes par là, hein, 35-30. Donc voilà, mais après nous, c'est très... Le 800 mètres, ça reste une discipline où on doit travailler la force, l'endurance de force, la vitesse course, la vitesse longue, tout ce qui est la VMA. Je veux dire, on a tellement plein de secteurs que en fait, c'est difficile de pouvoir faire... La distance que tu as fait la plus longue, c'est laquelle? En compétition? Ouais, en fait, en compétition, c'est 1500 mètres, hein, où j'avais dû faire peut-être un 10 km comme ça. Ouais, tu as déjà fait un 10 km, je crois. Non, j'ai pas de 10 km de référence avec un chrono, dossard, épingle, etc. Après, un 5 km. Ouais, alors, un 5 km. J'avais fait le 5 km à Bordeaux en relais. Ça commence à remonter. Hein. Ça devait être d'il y a 3-4 ans. Voilà, j'avais fait 17-30. Donc, c'est ça. C'est sur les bases de 35 minutes. Ouais, c'est ça. Mais bon, j'ai déjà fait ça à l'entraînement aussi. Donc, donc voilà, c'est pas... Oui, et toi, ça t'intéresse, ça t'attire le plus long? Ou pour l'instant, aujourd'hui, j'ai bien compris que tu es focus parce que tu as un rêve, c'est d'aller aux Jeux Olympiques. Ouais. Tu vas nous expliquer ça, mais est-ce que tu t'es déjà projeté à faire des distances plus longues? Je pense que oui, je me suis projetée parce que j'aimerais, avec mon niveau sur le long que je vois à l'entraînement par rapport à d'autres coureuses de 800 mètres, je suis meilleure sur le long que les filles en général. Enfin, j'ai plutôt un profil qui est 800-1500. Donc moi, à terme, dans l'avenir, j'aimerais aujourd'hui baisser mon chrono sur 800 pour pouvoir demain aller sur 1500 en fait. Mais bon, pour l'instant, j'ai encore de belles choses à faire sur 800. Tant que l'entraînement prouve que je suis capable de courir vite, je persiste parce que mon niveau actuel, il est loin, je pense, de mes réelles capacités. Donc voilà, j'ai mis beaucoup de choses autour de moi. Ça fait maintenant 4 ans que je suis accompagnée psychologiquement pour passer des barrières, des caps. J'ai mon staff médical, j'ai mes kinés, j'ai tout ça qui est à côté de moi, donc qui me soutiennent. Donc, et à l'entraînement, je continue à performer sur les entraînements du 800 et à progresser. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas tout de suite passer sur... À l'entraînement, tu as déjà 15. fait des perfs qui sont bien supérieurs à ce que tu as pu faire en réalité? Alors, c'est difficile de dire oui parce que le 800 mètres reste le 800 mètres. Hein. Moi, quand on regarde souvent mes courses, j'ai du mal dans les derniers 100 mètres, voire les derniers 50 mètres. Et c'est là où souvent je perds les dixièmes et les secondes précieuses. Mais c'est vrai que par rapport à ma manière de courir et au chrono que je réalise sur des séances, hein, attention, ça reste des séances, hein, ça peut être des 500, des 300, peut-être un 600 one-shot, mètres sur la piste. Donc, ça reste des choses qui sont très représentatives quand même de notre discipline parce qu'on appelle ça des séances P800. Donc, c'est des choses qui se rapprochent beaucoup de ma discipline. Donc oui, quand j'ai fait des très très belles choses qui amènent à penser que mon record n'est pas encore assez bas, quoi. Donc c'est pour ça que je continue à... Patricia, elle a sa référence à elle. Aujourd'hui, quand elle fait des séances d'entraînement, j'imagine qu'elle elle sait ce qu'elle faisait. Oui, c'est vrai qu'il y a c'est ça, il y a certaines séances où je me souviens un jour, elle m'a dit, tu vois, cette séance-là, je l'ai rentrée, j'ai fait les mêmes chronos que toi, j'avais fait une 59. Alors attention, encore une fois, on ne peut pas dire elle va faire tant parce que cette séance-là, elle a fait ça. Le problème, c'est que il faut prendre tout l'entraînement dans sa globalité. C'est-à-dire que Patricia, quand elle faisait cette séance-là et que je suis peut-être allée plus vite qu'elle, elle, peut-être que le lendemain, elle avait encore une grosse séance, alors que moi, le lendemain, je suis carpette dans mon lit et je ne suis pas bien encore de la veille, quoi. Donc voilà, il faut toujours prendre dans son ensemble, mais c'est vrai que je lui fais beaucoup confiance et puis je fais aussi confiance aux gens auxquels elle montre mes programmes d'entraînement. Et pour l'instant, les retours, c'est que
je suis amenée à courir plus vite. Donc, je ne veux pas tout de suite baisser les bras. Pourquoi tu baisserais les bras? Non, je veux vraiment, je veux. Bah, parce que c'est difficile, hein, franchement. Ma discipline, je la pratique depuis plus de 7 ans. Tous les ans, alors j'ai la chance quand même tous les ans d'à peu près, oui, tous les ans de battre mon record, sauf l'année passée, parce que bon, avec la pandémie, c'était un peu compliqué, mais j'ai la chance de pouvoir battre mes records tous les ans. Alors, c'est pas beaucoup, hein, c'est pas beaucoup. Moi, à 18 ans, j'ai fait 2,04,66. Aujourd'hui, je suis à 2,2,85 7 ans après. Donc, j'ai battu moins de 2 secondes, mais je baisse quand même ma performance. Justement, en fait, ce que j'allais dire, c'est que très jeune, tu as performé très C'est tôt, ça. alors que tu n'étais pas forcément encadré. Et c'est Ouais. vrai que à partir du moment où tu t'es lancé de façon plus structurée, Oui, plus professionnelle, c'est ça. tu as eu des barrières, en fait. Et c'est pour ça que tu dis, C'est ça. je suis suivi par toute une équipe, mais tu as mis ça en place parce que tu t'es rendu compte qu'au final, entre le moment où tu étais à 2,04 à 18 et quand tu avais 20 ans, finalement, tu n'avais pas progressé, c'est ça, hein? Ouais, bah, en fait, c'est ça, en 7 ans, j'ai gagné moins de 2 secondes. Alors, encore une fois, c'est une performance brute, c'est-à-dire qu'à 18 ans, je faisais 2,04, mais je le faisais une fois et j'avais besoin peut-être d'une semaine et demie pour récupérer. Aujourd'hui, la performance de 2,04, je pourrais la courir tous les jours. Donc voilà, donc il y a ça, il y a des saisons où, par exemple, je vais faire seulement 2,030, mais par contre, je vais courir 5 fois en 2,03. Donc, en fait, il y a ce côté-là aussi. On parle tout le temps de la performance brute, mais il faut regarder dans son ensemble. Et c'est pour ça que tous les ans, quand je bats mon record, mais de pas beaucoup, je suis souvent déçue parce que forcément, je m'attends à mieux. Et par rapport à l'investissement dont je mets, qui est, alors je dirais pas plus grande année après année, mais tous les ans, je fais le choix de repartir dans ça et de me dire, bon, bah voilà, aujourd'hui, j'ai 24 ans, je suis encore étudiante, je gagne pas ma vie, je commence à construire ma vie de femme, mais c'est vrai que 90% de mon temps, je le passe sur des pistes d'athlétisme. Donc, c'est des choix, et je ne vais pas dire des sacrifices parce que je le fais avec bon cœur et envie et passion. Mais c'est vrai que tous les ans, je me dis, bon, allez, encore un an, on verra ce que ça va donner. Parce qu'il y a un moment, bah, si tu ne passes pas le cap d'un niveau international, et bah, faut peut-être un niveau international en équipe de France A, faut se dire, bon, bah, voilà, je vais peut-être repartir pour construire ma vie de femme, trouver un boulot et puis continuer d'être à côté. Mais en tout cas, structurer sa vie d'une manière différente. Vous vous êtes déjà posé la question avec Patricia si c'était cette distance qui te correspondait le mieux? Ouais, on s'est déjà posé la question. Ça va faire 2 ans maintenant qu'on parle du fait que si ma performance ne descend pas, de changer de coach. C'est difficile, hein, mais des fois, on se rend compte qu'agresser le corps différemment en changeant de coach, et bah, ça fait des déclics. Donc, on en a parlé l'année dernière de ça. Donc, on attend de voir encore un peu cette année. On y a parlé déjà. C'est très rare d'un athlète et d'un coach d'avoir ce genre de discussion-là parce qu'en général, les coachs, ils nous gardent, quoi. Ils nous gardent et ils ont du mal à nous laisser à d'autres coachs. Là, ce n'est pas le cas. Maintenant, en 7 ans, avec Patricia, on a créé une relation qui est plus que entraîneur-entraîné. Donc voilà, donc elle veut mon bien. Et si ça doit passer par m'entraîner avec quelqu'un d'autre, et ben, même si ça nous fera mal au cœur, forcément, on le fera, quoi, on le fera. Oui, parce qu'en fait, ce qui est paradoxal, c'est que sur des séances où tu vas faire donc SP 800, où tu vas faire des distances un petit peu inférieures, tu es capable de faire le même type de chrono qu'elle pouvait faire. Mais pour autant, quand tu mets tout bout à bout sur un 800 sec, tu es encore à 8 secondes de son record personnel, c'est ça? Ouais. Après, tout à l'heure, tu demandais aussi la différence entre quand tu as 18 ans, quand j'avais 18 ans et quand j'ai commencé à me professionnaliser. Alors, nous, dans l'athlétisme, quand on dit professionnaliser, c'est pas en termes de finances, loin de là. Quand on dit commencer à se professionnaliser, c'est avoir une vie. Parce qu'aujourd'hui, je vis exactement comme. Exactement. Je vis. Mon entraînement et ma vie se rapprochent de quelqu'un qui, ou même est pratiquement pareil, de quelqu'un qui a une médaille olympique. En fait, notre investissement est le même. C'est juste que la performance n'est pas la même, mais sinon, je m'entraîne exactement pareil. Donc, en fait, la différence quand j'avais 18 ans et quand j'ai commencé à me professionnaliser, donc à avoir une vie plus structurée et des entraînements plus structurés, et m'entraîner plus et faire plus attention à mon alimentation. En fait, c'est pas plus attention à mon alimentation, mais apprendre à s'alimenter correctement, à récupérer correctement, à avoir son staff, son truc, son machin, donc se professionnaliser.
La différence, c'est que quand tu as 18 ans, tu cours avec l'insouciance, quoi. Tu cours avec l'insouciance, tu sais pas vraiment ce que tu fais, tu es là, tac, ça fait 1 an ou 2 ans que tu fais du 800, tu t'en fous, tu pars. Et maintenant, les années après années, ben, en fait, vu que tu connais de mieux en mieux ta discipline, et ben, des fois, il y a ce petit truc où tu perds ce côté d'insouciance, en fait. Et tu recommences à réfléchir un peu plus. Moi, il y a des fois, j'arrive sur 800 et je me dis, enfin, sur une piste d'athlée, et je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Alors que ça fait 7 ans que je fais ça et que je pense que c'est la chose que je sais faire le mieux dans ma vie, quoi. Mais des fois, je me pose la question, alors que quand j'avais 18 ans, jamais je me suis posé la question. On m'emmenait sur une piste, je me disais, OK. Alors, j'avais peur, hein. J'avais peur, mais je ne me posais pas 1000 questions parce qu'en fait, tu as moins, je dirais pas moins d'échecs. Oui, il y a moins d'échecs, mais je dirais, il y a moins de choses qui te font avoir peur de l'échec. C'est-à-dire que quand tu as 18 ans, que tu réussisses pas, c'est ton sport, basta, c'est ta passion, tac, tu fais ça avec tes études, tu es une étudiante lambda. Maintenant, aujourd'hui, si je passe la ligne et je me dis, putain, j'ai pas fait ce que je devais faire, bah, fais chier parce que j'ai ça qui est derrière. J'ai le kiné, j'ai le truc, j'ai le staff médical, j'ai tout qui va bien et pourquoi ça fonctionne pas, tu vois. Et c'est ça la différence entre quand tu commences à professionnaliser et quand tu ne l'es pas, je pense. Quand tu dis pourquoi ça ne fonctionne pas, c'est marrant, ça me fait réagir. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, tu attends de quoi de toi de Charlotte Mouchet, elle attend de quoi de Charlotte Mouchet, l'athlète? Bah, j'attends de courir simplement à la hauteur de mes capacités, en fait. Et c'est quoi dans Et ta mes tête? capacités, c'est bah, je m'entraîne pour faire 2 minutes. Aujourd'hui, tous mes entraînements, je suis sur les allures de 2 minutes. Donc, tu veux dire Je... que tu estimes que tu es en échec Oui, si par tu n'atteins rapport. pas cette barrière des 2 minutes. C'est ça. D'accord. C'est ça. Ok. Alors, échec, c'est un mot un peu violent, hein, mais en tout cas, je suis pas à ce que je devrais faire. C'est comme quand tu révises un contrôle de mathématiques au max et tu te dis je vais avoir 20 parce que je connais tout par cœur et que tu as seulement 16. À 16, c'est une très bonne note, mais tu n'as pas 20. Tu as révisé pour avoir 20. Bah là, c'est pareil. De 0,2, c'est une bonne note. Aujourd'hui, on avait regardé cette semaine, là, j'ai la 30e meilleure performance française de tous les temps, c'est-à-dire qu'il y a seulement 29 personnes qui ont couru plus vite que moi sur ma distance depuis qu'on référence les performances athlétiques. Donc, c'est bien. C'est 16, ça reste 16, quoi. C'est pas 20. Et moi, je m'entraîne pour avoir 20. Donc voilà. Et toi, aujourd'hui, tu as dû beaucoup y réfléchir. Quelles seraient les explications que tu pourrais donner du fait que tu n'arrives pas à reproduire ce que tu fais à l'entraînement en compétition? Alors, Toi personnellement. ouais, moi, personnellement, En essayant d'enlever les facteurs, ouais. tout ce qui est autour de toi, tout ce que tu as pu entendre, essayer de vraiment dire ce que Charlotte, elle a analysé et elle pense que Ouais. c'est ça. Et Non, moi, peut-être que tu as quelque chose que tu n'as jamais dit à personne d'ailleurs. Non, non, je le sais très bien. Moi, je pense que c'est le lâcher prise, en fait. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui... J'adore l'entraînement. J'adore l'entraînement. Je me mets dans des états pas possibles. On me prend pour une folle, d'ailleurs. Je suis sur la piste, je me crie dessus, je me tape dessus. Je veux réussir, je fais les choses bien, je dépasse mes limites. J'adore avoir ce sentiment où tu as tout donné, ce sentiment de liberté, en fait. Quand tu as décidé de partir, tu te mets sur la ligne, hop, tu pars. Et en fait, c'est comme ça que j'aime courir. C'est ce truc où tu es libre. Tu es libre de faire ta pratique. C'est la liberté, tu vois. Et en fait, la compétition, ça ne se passe pas comme ça, la compétition. Ce qu'on ne voit pas, c'est que, alors, déjà, tu arrives dans un endroit, tu ne connais pas. Tu vas dans un hôtel. En général, on arrive la veille et tu cours seulement le lendemain soir. Donc, toute la journée, tu fous rien. C'est chiant parce que moi je suis quelqu'un qui a besoin de travailler, d'aller marcher, d'écouter des choses, de m'instruire, tu vois. Alors, bref, t'attends. Après, tu arrives le jour J, il faut prendre la navette, tu arrives sur le stade, tu peux pas t'échauffer où tu veux parce que tu as des endroits réservés pour les athlètes, tu as une chambre d'appel, donc c'est-à-dire que 40 minutes, 20 minutes, ça dépend des endroits, tu dois mettre tes affaires dans un endroit, tu peux plus bouger, tu attends le début de la compétition, entre le moment où tu t'échauffes et le moment où tu vas courir, des fois tu as 20 minutes où tu fais rien, tu arrives sur la piste, c'est toujours pas fini parce qu'il y a la présentation, et encore s'il y a monsieur je sais pas quoi qui est en train de faire le record du monde tu attends encore que les caméras elles soient dessus et qu'elles arrivent sur toi. Et donc, en fait, il y a tout ça. Et c'est pour ça que je travaille avec un psychologue qui est prépa mental aussi. C'est réussir à me détacher de ça parce qu'en fait, ça me bride. Ça me bride.
Et une fois que j'arrive sur la compète et que je cours avec les gens, et ben ouais, c'est une course où tu vas courir contre des personnes. Ça aussi, il faut le prendre en compte, tu vois. Et ça, c'est pas l'athlétisme que tu fais tous les jours chez toi, tranquille. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, je vois très bien. Ouais. C'est très intéressant. Et, euh, et toi, dans ton entraînement, tu le vis à chaque entraînement donc comme un défi personnel en essayant de te surpasser. Et ces actions-là que tu répètes à l'entraînement, tu n'arrives pas à les reprojeter à la compétition parce que toutes ces choses qui t'entourent et qui composent le process pour arriver sur la ligne de départ te perturbent à un tel point qu'en fait, tu en oublies ce que tu fais là, quoi. Ouais, c'est ça, c'est que je me retrouve pas en fait, je me retrouve pas. Alors c'est quelque chose qui est gênant, mais je travaille dessus, hein, genre, parce que j'aurai jamais le choix. Hein. Si je veux performer dans ma discipline demain, il faut que je passe par-dessus ça. Enfin, je veux dire, c'est comme le stress d'un examen. Hein. Une fois que tu es devant, enfin, tu es obligé d'y passer par là. Donc moi, je le travaille pour passer par-dessus ça. Donc il n'y a pas de problème, je vais y arriver. Hein. Mais c'est vrai que des fois, c'est assez frustrant parce qu'au final ce dont pourquoi t'aimes faire ton sport, et bah, des fois, ça se perd. Quoi. Quand tu arrives sur des compétitions, ça se perd un peu. Alors, tu as d'autres personnes qui, en fait, s'éclatent en compète parce que c'est ça qu'ils aiment, en fait. C'est ça, c'est le spectacle, c'est le truc. Je suis pas quelqu'un... Enfin, si, un peu, j'aime bien être un clown, mais, mais j'aime faire mon truc un peu de mon côté et d'être centrée sur moi, en fait. Et ça, j'ai du mal à le reproduire quand je suis en compétition, de rester centrée sur moi et à courir pour moi et pour mon dépassement des limites pour moi. C'est les gens qui sont autour de moi, ça me perturbe. Mais ça va. Hein. Ça va, j'ai beaucoup avancé. En fait, avant, je travaillais qu'avec des prépas mentales et maintenant, je suis avec un psy qui fait de la prépa mentale aussi, mais surtout un psy. Et ça a permis d'évoluer dans ma vie. Et donc, le fait d'évoluer dans ma vie en tant que femme, ça me permet d'évoluer sur la piste. Donc, c'est chouette ça. Tu as voyagé au Kenya, tu t'es entraîné là-bas. Ouais, je suis partie, ouais. Qu'est-ce que tu as pu retenir de leur état d'esprit à ces coureurs ou coureuses kenyans? Parce que tu les as fréquentés, je sais que tu as des liens d'amitié maintenant avec certains. Qu'est-ce que tu retiendrais de ce voyage? Bah, j'essaie de faire un parallèle avec ce que tu vis toi, tu vois, pour voir eux quel est leur état d'esprit qui en fait est bien loin du nôtre, parce que culturellement déjà c'est différent et puis leur environnement est différent. Qu'est-ce que tu peux retenir sur ton voyage au Kenya, tes entraînements, leur façon de s'entraîner, leur façon de penser, leur façon d'aborder les compétitions, l'argent, tout ça? Bah, là-bas, quand je suis revenue, ce que je pourrais... Ouais, vraiment, les termes qui me restent, c'est la simplicité. L'entraide, en fait. Ouais, l'entraide et la simplicité. C'est-à-dire que j'y suis restée 6 semaines et je suis rentrée une semaine en France et après, je suis repartie 2 semaines avec l'équipe de France en stage. Donc, moi, quand j'étais au Kenya, on vivait... Alors, je vivais avec 2 Béninoises, un Algérien, un mec qui venait des Seychelles et il y avait trois Kenyans qui s'entraînaient régulièrement avec nous. Donc, c'était bien, il y avait vraiment un esprit communautaire avec des gens qui viennent d'un peu partout, tu vois. Donc ça, c'était vraiment chouette. Et en fait, il n'y a pas de prise de tête en termes qui fait quoi, tu vois. C'est pas individualisé l'entraînement là-bas. C'est vraiment cette collaboration et cette entraide, que tu sois un coureur de 400 ou un coureur de marathon, les mecs, ils commencent la séance ensemble, tu vois. Et c'est ce côté-là où, en fait, quand tu cours, par exemple, si toi, aujourd'hui, tu n'es pas très bien, mais que la personne à côté de toi, elle est forte, eh ben, elle te donne cette énergie. Et c'est ça qui te donne la force de te dépasser et de ne pas réfléchir à ce qui se passe parce qu'en fait, là-bas, il n'y a pas de chrono. On s'en fout. On ne court pas au chrono. On court à la sensation, on part sur un footing. Et d'ailleurs, il faut faire attention de ne pas trop en faire. Moi, quand je suis rentrée, je pense que je ne dirais pas que je me suis surentraînée, mais j'étais pas loin, je pense. Parce que quand je suis rentrée, j'ai eu un gros coup de bambou. J'ai eu un creux du fait forcément de l'altitude, mais aussi du fait que là-bas, en fait, tu donnes sans compter. Tu ne réfléchis pas si c'est bon ou mauvais pour ta discipline. En fait, tu le fais parce que tu aimes ça, tu vois. T'aimes ça et que tu as envie d'aider les autres et les autres ont envie de t'aider et ils n'ont pas peur de dire que tu iras aux Jeux Olympiques, là-bas c'est pas tabou. Ils te disent pas, ils commencent pas à te parler ouais, tel chrono, tel truc, non.
Tu vis ça comment, ça, en France? Parce que bon, Et c'est bien, du coup, en France, quand je faisais ça, j'imagine que c'est comme quand tu dis j'ai de l'argent, tu vois. J'imagine quand tu dis à quelqu'un je vais aller aux Jeux Olympiques, le mec il doit te regarder en disant bah, c'est une prétentieuse ouais, pour c'est qu'il tout laisse à fait prendre. ça. Donc, je suis rentrée en France et puis après, je suis partie avec l'équipe de France. Et là, purée, on est dans un hôtel 5 étoiles ici. On a le soleil. Forcément, il fait plus chaud que la France. Alors déjà, les gens, ils sont là. Ah, il fait froid. Mais mec, il fait pas froid. Il fait pas froid. Après, tu arrives sur la piste. Je me souviens, première séance d'entraînement, on me dit, ouais, tu as 10 fois 300. Combien tu veux les faire? Bah, je sais pas, en fait. Ça fait plus de 2 mois que j'ai pas mis les pieds sur une piste. J'en sais rien combien je vais les faire. Donne-moi l'intention et je vais courir en fonction de l'intention que tu me donnes. Si je fais mieux, tant mieux. Si je fais pas... si je fais un peu moins bien que ce que tu avais pensé, bah, c'est pas grave. La semaine prochaine, ça ira mieux. Et ça, en fait, c'est l'esprit européen. Le truc, ouais, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Tu es tout le temps en train de regarder tes kilomètres, tes trucs, tes machins. Mais le problème, c'est que tu retombes dedans. Alors, même si j'ai vécu ce que j'ai vécu au Kenya et que je ne l'oublierai jamais et que heureusement, je garde des bons côtés dans ma manière de vivre, ben forcément, tu retombes un peu dans le profil européen. Et donc c'est ça, le profil européen, c'est dès que tu dis que tu veux faire les Jeux Olympiques, on te regarde, mais qu'est-ce que tu fais, toi? Enfin, genre, comme tu dis, prétentieux. Et tout le temps à calculer. On calcule trop ici, on calcule trop. Des fois, il faudrait juste être simple, la simplicité de la vie. Par exemple, là, on est en stage national, on essaye de faire des choses collaboratives ou des choses où les 10 nénettes, elles vont aller faire footing ensemble, où on essaye d'avoir des entraînements en commun. Alors forcément, c'est difficile pour avoir un entraînement commun d'une nana qui fait un 800 mètres et d'une nana qui fait un 5000 mètres. Mais ça réfléchit trop, quoi. Les coachs, ils sont là, ils bégayent parce que le mec, il fait un 120 et que l'autre, il fait un 100 mètres, tu vois. Ça, au Kenya, il n'y a pas. Au Kenya, c'est vraiment l'esprit de dire, en fait, le fait de courir ensemble, tu vas en ressortir plus fort que faire ton individualité dans ton entraînement, tu vois. Et moi, je suis complètement d'accord. Enfin, il y a des entraînements que j'ai passés avec les filles au Kenya. Je le passe parce qu'on est en groupe, en fait. Et derrière, tu te sens fort parce que tu as fait ça en groupe. Alors que si tu le fais tout seul, peut-être que tu vas faire les chronos, mais ça va être dur, tu vois. Ça va être dur parce que tu es tout seul, tes trucs, tes machins. Et tu t'en ressors pas pareil psychologiquement. Et je trouve que courir avec un groupe, ça donne vraiment des ailes. Et ça, je trouve qu'en Europe, on ne le fait pas assez. Après, c'est culturel aussi. Hein. Culturel, hein. Là-bas, ils n'ont pas de thunes. Ils gagnent un marathon pendant 20 ans. Leur famille, ils sont riches, quoi. Nous, c'est pas comme ça. Hein. Aujourd'hui, le sport en France n'est pas considéré comme quelque chose de professionnel, sauf bon, les footeux ou Ah, tu vois, tiens, je tu vais te dis poser une question qui tue. Quand tu entends la ministre des Sports qui dit que le sport n'est pas essentiel, je ne sais plus c'était quelle formule, mais ouais. c'était ça, est une activité non essentielle, qu'est-ce que ça te fait quand tu entends ça? En tant que sportif de haut niveau qui se bat tous les jours et à qui on a dit pendant le confinement, mais même les sportifs de haut niveau, au premier confinement, vous Ouais. n'avez pas le droit de vous entraîner. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ben, ça fait mal parce que nous, bien sûr, on court pour nous, mais on court aussi pour représenter la France, tu vois. Et ça, c'est dur parce qu'en fait, on est seul dans notre combat. Et pourtant, aujourd'hui, quand on représente la France pour les championnats d'Europe, pour les championnats du monde, pour les Jeux Olympiques, pour nous, c'est une fierté d'emmener notre pays ici. Et pourtant, bah, notre pays ne nous aide pas à le faire, tu vois. Pas beaucoup, en tout cas. Je trouve qu'on n'est pas assez reconnu. Le sport n'est pas assez reconnu, alors qu'aujourd'hui, dans un CV, alors il y a 2 types de personnes sur mon CV. Quand je dis que je suis athlète international, que je fais ça depuis des années, tu as les gens qui vont dire « Ah ouais, je veux une nana comme ça dans mon entreprise ». Mais tu en as qui te disent bah, le sport, on s'en fout du sport en fait. Sauf que non, le sport, ça emmène beaucoup de valeur et à n'importe quel niveau. Et qu'on soit en train de dire que le sport est non essentiel à la vie, mais en fait, c'est assez triste parce que le sport, ça fait quoi? Ça fait des gens en meilleure santé. Le fait que les gens se rassemblent, que tu sois de meilleure humeur, ça t'emmène des compétences que tu ne trouves pas dans d'autres domaines en fait. Et c'est triste de dire ça parce que nous, on est aussi un peu l'image de ce qui donne envie aux jeunes. Par exemple, un Pogba, tout le monde veut être au foot pour être comme Pogba. Mais c'est ça, mais dans tous les sports en fait. Il faut vraiment. Je trouve que si la France nous aidait à développer ce côté de l'athlète et qui nous aidait, ben déjà on serait meilleur, c'est sûr, et que ça inspirerait derrière. Et c'est ça qui est dommage en fait. Est-ce que tu penses que le sport est un vecteur social?
qui aujourd'hui n'est pas mis en avant, alors qu'il pourrait amener la réussite d'individus, de jeunes à se développer personnellement, mais aussi socialement. Et pour quelles raisons en France on a mis le sport en dernier, parce qu'on Ouais, va dire mais carrément en dernier, pour quelles raisons et qu'on l'a caricaturé au footballeur de banlieue qui réussit? franchement, je sais pas parce qu'en fait, ce qui est triste, c'est que moi, ma grand-mère, elle était prof de sport et elle disait, mais déjà, rien que le sport au collège, ou même en primaire, c'était quelque chose d'important, en fait. Et aujourd'hui, ça ne l'est plus du tout. Aujourd'hui, quand on voit qu'au collège, tu as 2 heures, pauvres 2 heures de sport par semaine, bah, c'est triste. Parce qu'en général, c'est justement dans les cours de sport où tu te fais tes copains, où tu peux discuter, où tu as un autre relationnel avec les profs. Et ça, pour moi, c'est une tristesse de mettre le sport en dernier. Parce que, comme je disais tout à l'heure, rien qu'au niveau social et santé, comme tu dis, ben, en fait, si on mettait l'accent sur le sport, les gens seraient en meilleure santé déjà. Les gens seraient en meilleure santé. Il y aurait peut-être moins de dépression ou j'en sais rien. Mais comme on dit, là, par exemple, pendant le confinement, on n'a jamais eu autant de runners. Bah oui, bah, c'est sûr, puisque c'est un échappatoire. Il faut aider les gens. Enfin, c'est-à-dire que si on n'a pas été comme ça dès qu'on est jeune, ben, c'est difficile de le devenir, en fait. C'est difficile de se dire, bah, demain, je vais aller faire du sport parce qu'en fait, les gens, ils ne savent pas le faire. Ils savent pas le faire. Et c'est pour ça que pour moi, c'est quelque chose qu'il faut instaurer dès qu'on est jeune. Dès qu'on est jeune, dès qu'on est au primaire, c'est une culture et c'est dommage qu'il n'y ait plus ça. Il n'y ait plus ça. Puis en plus, quand on regarde nos infrastructures sportives, c'est pareil, c'est la galère par rapport à d'autres pays, ou même comme je dis, la plupart du sport, c'est du bénévolat. C'est tout ça qui fait que ben, je trouve qu'on est un peu à la ramasse quand même en tant que pays européen par rapport au développement du sport. Tu dis les associations, donc les clubs, c'est associatif. Tu as des nouvelles de ton club? Quel impact a eu la Covid et la crise sanitaire sur ton club? Et est-ce qu'en général, tu as eu des nouvelles sur la baisse significative des licenciés, l'économie des associations, clubs sportifs? Et est-ce que tu as eu des retours, toi, de l'intérieur sur l'athlétisme? Alors, j'ai pas eu de retour spécifique de mon club, mais je sais que par exemple, nous, on a une compétition qui est très importante, ça s'appelle les interclubs. Les interclubs, c'est un championnat des clubs en France. Nous, on est dans le meilleur niveau, donc c'est un peu comme si il y a Élite 1, Élite 2. C'est comme s'il y avait Ligue 1, Ligue 2, quoi. Nous, on est en Ligue 1, en athlée. Donc en fait, il y a 2 compétitions qui rassemblent tous les clubs de France dans l'année, c'est au mois de mai. Et en fonction du classement de ces clubs, c'est souvent comme ça qu'on a des subventions des mairies, des subventions des ligues, des régions, etc. Et donc, l'année dernière, puisque c'était au mois de mai, ça a été annulé. Donc, le souci, c'est que je pense que, ben, ouais, au niveau de subventions des régions, ben, à mon avis, ça va être réduit, c'est sûr. C'est sûr. Je ne sais pas comment ça. Alors moi, personnellement, mon club, ils sont restés sur la même aide financière. Je les remercie encore parce que c'est grâce à eux que. Tu as des sponsors qui ont arrêté après à cause de la crise? Alors moi, j'étais chez Adidas, mais j'avais plus que des dots, des dots, des dotations. Donc en fait, j'avais que donc des fringues et des chaussures, quoi. Attention, hein, c'est super important pour nous, hein, même si on n'a pas l'argent, c'est vrai que ça nous évite quand même de payer nos chaussures, surtout parce que bon, les fringues, quand ça fait quelques années que tu es sponsorisé, on va dire que ça va, hein, ça va beaucoup. Mais les chaussures, c'est vrai qu'on tourne, ouais, on tourne facilement à 4, 5 paires dans l'année. Donc, quand tu mets 100 balles par chaussure, ça commence à faire. Donc, moi, Adidas, à cause du Covid, mais pas que Adidas, hein, Nike, la plupart des grandes marques, c'est vrai qu'elles ont fait. Ils ont passé un peu le balai, quoi, sur les personnes avec qui elles travaillaient, c'est-à-dire qu'elles ont pratiquement viré tous leurs athlètes. Ils ont gardé à peu près un athlète par discipline. Donc on est pas mal à pu être sous contrat maintenant. Moi, je le suis plus. Je le suis plus.
Bon, après, j'avais pas mérité non plus de continuer à l'être par rapport à mes performances de l'année passée parce qu'elles n'étaient pas assez bonnes. Mais il y en a qui ont fait des très bonnes performances et qui sont pas sponsorisés ou qui sont plus sponsorisés. Donc, c'est vrai que c'est une catastrophe. Mais même là, en ce moment, je crois que dans le foot, ils sont pas très bien. Ils sont pas très bien. C'est pas la même échelle. C'est pas la même échelle, quoi. Il y a quelques zéros en plus derrière. Ouais, Ils vont perdre 1-0, mais bon, ça. Voilà, c'est ça. Mais ça doit rester beaucoup quand même par rapport à eux. Enfin, je veux dire, si on prend en fait, c'est une question d'échelle. Hein. C'est toujours pareil. C'est que certes, ça nous paraît beaucoup, mais avec cet argent-là, ils ont sûrement aussi investi dans beaucoup de choses. Et le fait de perdre leur salaire, c'est aussi les mettre en difficulté. Mais de toute façon, ça va être la même chose pour tout le monde. Oui, ça va être Est-ce que vous vivez, vous, à votre échelle, et vous avez été les premiers à le vivre parce que vous êtes en bas de l'échelle, va forcément se répercuter sur eux. Et ça va avoir le même effet, c'est sûr, mais peut-être même disproportionné, parce que plus tu as l'argent, plus tu investis, et plus tu prends de risques, plus moins et quand tu en perds, c'est encore plus compliqué. Donc, en tout cas, l'industrie du sport va souffrir énormément après cette année de confinement. Je ne parle même pas de l'événementiel qui aujourd'hui doit être dans un état, ça doit être une catastrophe. Le nombre d'épreuves qui ont été annulées l'année dernière et qui ont été reportées et qui nous peuvent, et dont il y a une possibilité qu'il n'ait pas lieu non plus en ce début d'année. Je pense par exemple au marathon de Paris. Ils l'ont repoussé encore, et là ils l'ont mis en fin d'année pour être sûr de pouvoir le faire, parce que j'imagine que s'ils ne le font pas 2 années de suite, c'est un impact économique énorme. Ouais, c'est en plus, comme je te disais, nous, par exemple, moi, je vis de subventions, en fait. Enfin, là, j'ai réussi à avoir 1 000 euros. Et encore, attention, c'est pas encore sur mon compte, hein, mais j'ai réussi normalement à avoir 1 000 euros de subvention de la Ligue Hauts-de-France. J'ai mon club qui me donne un peu d'argent. Mais mon club, l'argent, c'est des subventions eux aussi. En fait, c'est une cascade. Toi, tu as 2 problématiques. Tu as la problématique que tu es sportive de haut niveau professionnel, et la deuxième, en étant étudiante. Donc aujourd'hui, il y a, j'imagine que tu en as autour de toi, il y a un très gros problème avec les étudiants et la crise sanitaire, du fait de la pauvreté que ça induit, parce que beaucoup d'étudiants ont des jobs à temps partiel dans les bars, les restaurants. Donc, il n'y a plus de job. Il y a moins de consommation, donc même dans les magasins. Aujourd'hui, d'embaucher quelqu'un à temps partiel, un étudiant, alors que ton activité a baissé, ça n'arrive plus. Donc, eux, c'est les premiers impactés. Et en plus, ils souffrent de l'isolement, parce que cours à distance, plus de sociabilisation, plus de soirées, on ne voit plus personne. Donc toi, tu es un peu dans les deux. C'est-à-dire que, c'est ça. Heureusement, tu as le sport pour t'évader et rencontrer des gens. Heureusement, franchement, nous, en octobre, on a fait 3 semaines de stage à Font-Romeu avec l'équipe de France. Et là, tu vois, moi, je suis arrivée à Montegordo le 29 décembre. Ouais. Et j'y reste Normalement, si tout va bien, je cours à Valence en Espagne le 23, dans une semaine. Okay. Donc moi, ça va faire à peu près 1 mois que je suis là. Et il y a les copains de l'équipe de France. Donc, et puis, j'ai mon groupe d'entraînement, en fait. Donc, heureusement, il y a ça. Mais c'est sûr que c'est difficile. Et je te dis, c'est financier, en fait. C'est financièrement, c'est compliqué. Moi... si j'avais pas mes parents qui m'aident financièrement et qui me payent mon appart, c'est compliqué. Hein. Et puis, j'habite pas dans un château, hein. J'habite dans un 20 mètres carrés. Donc, tu as des collègues de la fac qui souffrent de tout ça? Tu as rencontré? Ouais. J'ai des copains qui, tu vois, rien qu'il n'y ait plus les BU pour travailler en commun, c'est compliqué parce que la fac, déjà, c'est dur. Et qu'en plus, malheureusement... il y a des profs qui jouent bien le jeu. Alors moi, je suis en téléenseignement, donc j'avais fait ce choix d'être à distance, mais je me rends compte en fait que ça joue beaucoup de la qualité des profs. Donc si tu as des profs qui jouent le jeu, qui font attention de la manière dont ils t'expliquent les choses, tu vois, que leur diaporama, c'est attrayant, qu'ils font des efforts, si tu veux, ça va. Mais par contre, tu as des profs, franchement, ils font aucun effort. Et ça, c'est dommage. C'est dommage parce que ça fait couler des élèves, en fait. Ça fait couler des élèves. C'est-à-dire qu'on se demande vraiment ce qu'ils font. Quand ils t'envoient, ils te scannent leurs notes et qu'ils t'envoient ça sur des drives et qu'ils disent, bon, ciao, dans 1 mois, il y a partiel.
Alors déjà que c'est compliqué de l'isolement, en plus, tu ne peux pas travailler avec tes collègues. Et en plus, il faut que tu te débrouilles de comprendre les cours, quoi. Enfin, franchement, on dit que parfois, la fac est moins bien réputée que les écoles d'ingénieurs, mais franchement, tu as réussi la fac en termes d'organisation du travail, chapeau. Hein. C'est bac+10. Hein. C'est vrai, c'est compliqué. Pendant le premier confinement, donc tu es quand même très actif sur Instagram. Pendant le premier confinement, tu es retourné chez tes parents. C'est une sorte de ferme que vous avez, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. J'habite dans le Lot. Voilà. Donc, Ouais. vous étiez retourné chez tes parents. Et j'ai pu constater que tu faisais beaucoup, beaucoup de renforcement musculaire, beaucoup de travail en HIIT et tout ça. Est-ce que tu peux raconter un petit peu comment s'est passé le confinement du printemps dernier, fin de l'hiver et début du printemps dernier, en termes d'entraînement, qu'est-ce que tu as pu mettre en place? Qu'est-ce que tu as mis en place? Pourquoi? Et c'était son choix personnel? C'était l'entraîneur? Alors, il faut faire attention sur les réseaux sociaux parce que les gens voient ce qu'on veut montrer. C'était plus facile de montrer que je faisais de la muscu, que je courais. Et puis, de toute façon, alors, moi, dans le Lot où j'habite, il n'y a pratiquement personne. C'est-à-dire que je pense que dans le confinement, si j'ai vu une voiture de policier, c'était le max, quoi. Donc, j'ai profité de la ferme de mes parents pour pouvoir continuer à m'entraîner. J'ai continué à courir, moi, pendant le confinement, mais sauf que je ne le montrais pas parce que je trouvais ça horrible pour les gens qui ne pouvaient pas courir. Je ne voulais pas montrer que moi, je m'entraînais correctement, en fait. Enfin, correctement, c'est un bien grand mot, mais moi, je me suis tracé une piste d'1 kilomètre en bord de Dordogne sur la route et puis je faisais mes séances. Après, on a été obligé d'adapter parce que le problème, c'est qu'on ne pouvait pas rentrer dans du spécifique puisqu'on ne savait pas quand est-ce qu'on allait reprendre. Donc, je faisais beaucoup de long. Et j'avais réussi à... Enfin, je me suis construit ma salle de muscu dans le garage. Donc voilà, donc j'ai beaucoup montré ce que je faisais en muscu, mais en fait, je courais. C'est juste que Ouais, donc, du coup, tu faisais beaucoup de choses alors. Ouais, je faisais beaucoup de choses. Ouais. En fait, pour moi, ça a été franchement, si je pouvais revivre ce confinement, mais avec grand plaisir. Moi, j'étais trop heureuse parce que j'ai pu allier tout simplement ma passion, le sport, mes études, parce que c'était du téléenseignement quand même, mais bon, même si c'était à l'arrache, c'était compliqué. Et ma vie et ma famille. Moi, j'ai pu voir mon frère pendant 3 mois alors que je le vois une fois tous les 3 mois normalement. J'ai pu voir ma mère alors que je la vois jamais. J'ai pu profiter de mon chez-moi l'été, en tout cas avec le soleil. Ça m'arrive pas parce que maintenant que je fais de l'athlé, en fait, juin, juillet, août, je suis en compétition, je suis jamais chez moi. En fait, j'ai pu rester 2 mois, 2 à 3, enfin même plus, parce que moi, je suis rentrée qu'en juin à Bordeaux, mais j'ai pu, pendant 3 mois, j'ai retrouvé ma vie de famille, en fait. Et ça, c'était génial parce que depuis que je fais... Le sportif est très isolé. Alors oui, on a les copains de l'équipe de France, on a le coach et tout, mais moi, ma famille, je la vois pas. Des vacances, j'en ai pas. Je veux dire, si j'ai des temps un peu de vacances, en général, c'est soit quand tu fais tes études, tu mets tes stages dedans, ou sinon, tu es en train d'étudier et bûcher pour prendre de l'avance. Donc, tu fais pas de coupure dans l'année? Moi, la coupure, c'est au mois de septembre, mais en septembre, tu reprends l'école. Ouais. Donc, en fait, j'ai jamais de coupure. Et ça, c'est la vie d'un sportif. Et c'est ça qui est difficile. C'est qu'on est très isolé, en fait, quand même. Tu t'entraînes combien d'heures par semaine? Alors, en moyenne? Enfin, en moyenne, ouais, du plus bas au plus haut. les heures, je dirais, allez, si on prend 2 heures par entraînement, ça fait entre 18 et 25, quoi, par là. Parce que je m'entraîne entre 9 et 11 fois semaine. Donc, et puis après... Tu sais combien de kilomètres tu fais à pied? Ouais, alors en fait, moi, en fonction de l'hiver ou de l'été, ça fluctue beaucoup, hein, parce que l'hiver, on est plus sur du kilométrage, alors que l'été, on est plus sur des choses spécifiques à 800. Mais l'hiver, je suis entre... là, par exemple, cette semaine, j'ai fait 70 km. Et l'hiver, je suis entre 80 et 100 bornes semaine. Ouais. 80 et 100 bornes pour Ouais. préparer 1800. C'est ça. Incroyable. Ah, c'est bien, c'est marrant. Et ouais, c'est bien. Tu as déjà rencontré des coureurs de long ou même des triathlètes? Parce qu'eux, ils sont encore en termes de. Ouais, bah là, volume, ma copine de chambre, là, qui je suis, elle fait du 1500 mètres, mais plus 1500 tourné 3000. Elle s'entraîne, elles ont un entraînement de long quand même. Et elle, là, elle est encore sur 100 km, alors que moi, là, je suis redescendue à 70.
Et l'hiver, elle est sur du 115 quoi, pour préparer du 15. J'étais avec une copine qui fait du 5000 au mois d'octobre. Elle a fait 160 bornes par semaine. C'est une fille qui fait du 5000. Hein. Donc 5000 semis, mais semis, ils le mettent dans leur cadre de préparation. Et Mais, au Kenya, ils montent à combien? Au Kenya, ils sont à plus de 100. Je ne sais pas, ils sont à combien, mais là, les garçons qui font du long, ils sont plus de 100. C'est 120, 130. Et quand je dis du long, j'englobe le 1500 Bon, dedans. après, c'est relatif, puisque les mecs, ils courent à 20 à l'heure. Donc, déjà, sur une Ouais, heure, ils ouais. font 18 Après, par km. contre, c'est marrant, mais j'ai une amie qui fait beaucoup de vélo et elle a fait 1h13 sur semi. Donc, attention, elle fait du steep. Hein. Elle fait aussi 1h13 sur semi. Elle a fait ça l'année dernière. Et en fait, elle court pas beaucoup parce qu'elle fait beaucoup de vélo. Enfin, elle court pas beaucoup. Elle est à plus de 70, 80 par là, mais elle est pas sur des trucs à 120, 130. Elle fait pas mal de vélo à côté. Ça dépend vraiment des types d'entraînement, mais bon, après. Et cette fille-là qui fait du vélo, elle le fait, c'est parce que c'est son entraîneur qui En l'a fait, inclus dedans? alors oui, c'est son entraîneur, mais la limite du sportif, c'est la blessure. Et en fait, Ouais, parce que c'est j'allais ça. y La rebondir, limite du justement. sportif, c'est la blessure et on joue toujours avec le feu. Moi, je suis jamais arrêtée, mais je suis tout le temps plus ou moins blessée. Tu vois, t'as toujours une petite inflammation, un tendon d'Achille, un truc, un machin. On fait des PRP ou des infiltrations, mais on prend rarement les heures de repos préconisées. Donc en fait, elle fait pas mal de vélo parce qu'elle a les pieds qui sont un peu fragiles et donc du coup, dès qu'elle sent une petite douleur au pied, hop, elle se met sur vélo. C'est bien, Ouais. c'est une bonne stratégie, ça. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Hein. C'est comme ça qu'on fonctionne. Moi, Ah, et toi, tu as une particularité, c'est quand même, c'est que tu t'es mis à faire de ouais. l'haltérophilie pour compenser, pour prévenir des blessures. Bon, c'est un peu inhabituel, mais ça te ressemble bien. Explique-nous un petit peu comment tu es arrivé à faire ça. Et en plus, tu as l'air de kiffer. En plus, que moi, là, J'en t'en fais fais plus, plus, ouais. mais il y a une époque Ouais. où j'en faisais En beaucoup fait, ce quand qui même. s'est passé, c'est que, alors moi, quand je suis arrivée à Bordeaux, alors j'ai une grosse scoliose, hein. J'ai une grosse scoliose, je sais pas si tu t'en souviens, mais Je m'en souviens. en fait, quand je suis arrivée en 2016, j'ai commencé à travailler avec Sylvain. Donc, je m'entraînais moins à l'époque. Hein. Mes plus grosses semaines, c'était 9 entraînements semaine. J'allais rarement au-dessus. Et en fait, je faisais 3 sessions de renforcement et postural avec Sylvain. Donc, Sylvain, un kiné avec lequel Loïc travaillait. On a fait ça pendant 1 an. L'année d'après, parce que j'avais toujours des contractures aux ischios, mal au dos, j'avais toujours des petits bobos, tu vois. Donc, on a fait ça pendant 1 an. Après, l'année d'après, on est passé plutôt à deux par semaine avec une séance de muscu avec ma coach. L'année d'après, donc la 3e année, ça allait de beaucoup mieux en mieux. J'avais moins de pépins, etc. Je suis restée à seulement 1 renfo par semaine. Et là, je suis passée à 2 séances muscu avec ma coach en salle. Ouais, une séance en salle et une séance sur le stade de force. Après, je suis partie au Kenya et en fait, au Kenya, on faisait 3 séances de muscu par semaine. On faisait des bornes et 3 séances de muscu par semaine. Et c'est là-bas où j'ai commencé à faire un peu de charge et en fait, j'ai pris beaucoup de poids et de muscles. Et quand je suis rentrée, je me suis dit, putain, en fait, quand je suis rentrée du Kenya, j'avais un peu envie de révolutionner mon entraînement quand même. Hein. J'avais envie de faire des bornes et de la muscu. C'est parce que je faisais ça là-bas. Et voilà, donc forcément, des fois, tu essayes de changer un peu. Et en fait, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Victor Petit et qui est un spécialiste qui a eu un master en STAPS d'entraînement. Optimisation de la performance. Voilà, c'est ça, à Bordeaux, et qui faisait un peu d'athlé. Ça a été mon copain pendant 1 an aussi, donc ça a un peu aidé et facilité les choses. Et en fait, lui, il fait de l'haltéro. Et moi, on a beaucoup parlé avec Victor et je lui ai dit, écoute, moi, j'ai envie de continuer la muscu. J'ai envie parce que j'avais quelque chose, en fait, c'est que je suis pas réactive sur la piste. C'est-à-dire quand il y a un changement de rythme brutal, j'avais du mal. Moi, je suis quelqu'un qui court vachement au train. Et quand ça a changé de rythme, alors c'est un peu con parce que, pardon, c'est un peu difficile parce que quand tu es en championnat, tu as besoin de changer de rythme. Enfin, sauf si c'est une course qui se court au train, mais c'est-à-dire que si ça se gagne dans les 120 derniers mètres, tu as intérêt à pouvoir vite enclencher la 5e, quoi. Et moi, j'avais du mal à ça et j'avais envie de me perfectionner là-dedans. Donc, on a utilisé l'haltérophilie, en fait, pour travailler le nerveux. Donc, on avait fait
un test de force-vitesse. Et en fait, il s'avérait qu'avec une barre chargée, je sautais. Donc, on partait de demi-squat. En demi-squat et avec une barre chargée. Et on faisait un jump. Et avec une barre chargée, je sautais aussi haut qu'une barre à vide, quoi. Et donc, en fait, à ce moment-là, j'avais un déficit de 20% entre cette force et cette vitesse. Donc, j'ai dit à ma coach, Patricia, écoute, moi, je veux faire ça avec Victor. Je veux qu'on travaille avec tout le côté nerveux et dynamique grâce à l'haltérophilie, en fait. Alors, au début, elle n'était pas très pour. Hein. Tu m'étonnes. Pas du tout, même. Ah, tu sais, pour elle, c'est prise de poids, prise de masse. Ça a été le cas en plus. Ouais. Ouais, j'ai pris à peu près 2 à 3 kilos. Donc, c'était difficile. Mais par contre, je me sentais plus forte et je me sentais plus résistante au lactique. Alors, il y a 2 manières un peu de travailler ça. C'est soit tu fais des bornes et donc, du coup, tu arrives à ce qu'au niveau lactique, ça s'enclenche un peu plus tard. Ou soit tu fais de la masse musculaire et vu que tu as des… En gros, hein, c'est un peu simple, mais en gros, plus tu as des muscles un peu gros, tu ressens un peu moins le lactique, quoi. C'était un peu ça. Donc, moi, j'avais fait les bornes et puis je voulais aussi tester le truc avec grosse cuisse et voir ce que ça fait. Donc, je me suis éclatée. Franchement, je me suis éclatée en haltéro. Je faisais 2 à 3 séances d'haltéro par semaine. Le fait, déjà, rien que d'aller dans un endroit où j'allais, c'était à Power Camp, à Bordeaux-Lac, une salle juste magique, des personnes exceptionnelles et très techniques. Et en fait, c'était ça qui faisait la diff. C'était des personnes qui m'ont appris la technique et donc j'ai pu travailler à 100% de ma capacité et sans me blesser. Et j'ai fait ça aussi grâce au travail que j'ai fait avec Sylvain avant, hein, parce que je suis arrivée avec un corps qui était déjà solide, en fait, parce que je pense que sinon je me serais cassée en 4. Donc, j'ai fait ça pendant 1 an. J'ai refait le test force-vitesse. J'avais plus que 2% de déficit. Et là, j'ai dit, OK, j'arrête. C'est bon. On a travaillé ce que je voulais travailler. J'ai optimisé ça. Tu as eu des effets sur la… Ouais, franchement, j'ai gagné en vitesse. Hein. J'ai gagné en vitesse. Et pourquoi tu as arrêté Parce qu'on est reparti sur… Parce que j'étais quand même lourde. J'étais très lourde. C'est-à-dire que j'avais gagné en force, j'avais gagné en vitesse, en explosivité, mais j'étais lourde. Et ma foulée avait changé. J'avais une foulée plus lourde. C'était moins fluide parce que j'avais pris de la masse musculaire. Et c'était plus trop la Charlotte qu'on connaît, tu vois. Alors, j'ai quand même fait mon record. Hein, le 2,02, je l'ai fait comme ça. Hein, je l'ai fait avec l'haltéro dans les jambes, etc. etc. Donc ça prouve que ça marche aussi. Hein. Mais derrière, je suis repartie sur 2 séances de muscu, mais plus conventionnelles, plus attelées, plus avec des fentes, des choses plus moins sur de la verticale, mais plus passer pouce, tu vois, passer vers l'avant si tu veux. Un truc. Ouais, le pli horizontal, quoi. Et pareil, et en fait, c'est grâce au travail que j'ai fait, donc d'abord avec Sylvain et puis ensuite avec Victor, que j'ai passé un cap aussi en muscu et même mon corps. C'est-à-dire que mon corps aujourd'hui, on a travaillé beaucoup de petites plio basses avec Victor et ça m'a permis d'avoir moins de problèmes de pied. En fait, aujourd'hui, je suis quand même moins fragile. Je le ressens, je suis moins fragile. J'arrive à encaisser beaucoup plus les séances. Alors, il n'y a pas que le muscu. Hein. Il y a aussi aujourd'hui, les années avant, j'ai de plus en plus d'heures d'entraînement dans les jambes. Donc, forcément, ton corps, il s'adapte mieux. Mais tout ça, ça m'a vraiment fait passer un cap. Et puis, j'avais décidé que c'est bon. C'était suffisant. Et je suis repassée sur de la muscu conventionnelle. Et maintenant, en fait, c'est marrant parce que année après année, on a des envies changeantes parce qu'aujourd'hui, limite, la muscu, ça me saoule en fait. Tu sais, je suis là, bof, faites-moi courir, hein, ça me suffit largement. Alors qu'avant, je voulais absolument aller toucher des barres et je kiffais ça. Donc voilà. Non, c'est une chouette expérience. Je pense qu'en tant qu'entraîneur, de modifier un peu ce qu'on fait et d'aller chercher des pistes un peu différentes, parfois, ça, même en termes dans la tête. Hein. Moi, je sais que quand j'ai épaulé jeté 55 kilos et que 55 kilos, c'est ton poids et que tu te dis, là, je vais me jeter au-dessus de la tête, je peux te dire que tu as intérêt à être un peu timbré dans ta tête hein, parce que pour te jeter sous une barre qui fait ton poids, ça fait flipper. Et ça m'a fait passer des caps aussi hein, en termes de… Tu arrives sur la ligne de départ, tu te dis, vas-y, fuck, c'est bon. Allez, on y va. Et tu as aussi changé quelque chose. Entre le moment où je t'ai connu et 2 ans après, il y a quand même un gros changement aussi, c'est au niveau alimentation. Ouais.
Tu as pris conscience de plein de choses. Ça, ce serait bien que tu partages ça avec nos auditeurs. C'est vrai que t'es arrivé, que la première fois que je t'ai vu, je me rappelle, tu étais quand même assez Ouais. grassouillette. Et en plus, vu la répartition de la masse graisseuse, ça montrait que tu étais quand même très porté sur le sucre. Et puis, tu as rencontré un nutritionniste qui vraiment t'a complètement métamorphosé, Ouais. que ce soit en termes comportemental, mais aussi en termes de physiologique, quoi. Surtout en physique, Alors quoi. ça, Transformation physique. ça a été c'est quelque chose dont je suis le plus fière aujourd'hui parce que c'est vraiment un changement même dans ma vie, en fait, dans ma vie de femme et dans ma manière de consommer. Alors moi, j'ai jamais eu de problème de poids, hein. J'étais même en limite sous-nutrition quand j'étais plus jeune. Et quand je suis arrivée, je revenais de blessure, donc j'étais, comme tu dis, grassouillette, et puis j'avais aucune notion d'alimentation. Je mangeais pour manger, en fait. Sauf que quand tu commences à comprendre comment ça fonctionne, tu ne manges pas juste pour manger. Tu manges en fonction de ta dépense énergétique, et ça, c'est bien différent. Et donc, la première année, Patricia m'a parlé un peu de la nutrition, mais comme ça. Et en fait, j'ai eu la chance Alors, dans mon staff médical, je travaille avec mon ostéo qui s'appelle Julien Loubry et qui connaît très bien le laboratoire d'Utergia avec l'organe sportif Vergisport. Et il m'a mis en fait en relation avec ce laboratoire et surtout la personne avec qui travaille ce laboratoire, qui est Stéphane Delage, un nutritionniste à Bordeaux. Donc Stéphane est quelqu'un de... On n'est pas toujours d'accord sur l'entraînement, hein, parce que lui, il veut que j'ai 3 jours de repos par semaine, c'est un peu compliqué. Mais, mais en tout cas, en termes de nutrition, il m'a éduquée dans mon alimentation. Alors au début, c'était de la désintox de sucre, parce que malheureusement, quand tu ne sais pas t'alimenter, tu te rends compte que la majorité de ton alimentation, c'est du sucre, en fait. Donc, quand je dis du sucre, c'est sucre industriel. Et donc, phénomène inflammatoire qui vient souvent de ça. Et puis, comme tu dis, grassouillet, quoi, pas affûté, en fait. Ouais, quand je dis grassouillet, c'était surtout, ouais, tu avais une répartition de la masse graisseuse qui montrait que tu avais une dépendance au Ouais. sucre et notamment un dérèglement de Oui, c'est l'insuline, ça, mais quoi. C'est bien pour ça sûr. que je disais ça. Et donc en fait, on a commencé à travailler ensemble. Alors, franchement, je vais... Alors, c'est très tabou, l'alimentation dans le sport, surtout dans le demi-fond. Et chez les femmes. Chez les femmes, on voit souvent des problèmes de comportement alimentaire. À partir du moment où tu es une demi-fondeuse, tu as des troubles alimentaires. Moi, aujourd'hui, quand quelqu'un me regarde manger, ils vont se dire, elle mange des graines, elle a un comportement très bizarre. Parce qu'en fait, on ne fonctionne pas comme commun des mortels, mais en fait, c'est plutôt le commun des mortels qui ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner, je pense. Les 2-3 Raconte un petit premières peu, années, les deux, c'est quoi trois premières... tes aliments? C'est ça. En fait, les deux premières années, j'avais beaucoup de mal parce que j'ai arrêté tout ce qui était le sucre industriel. Je pesais mon alimentation, c'est-à-dire qu'en fonction de ma dépense énergétique, je pesais. Alors, c'était pas très compliqué, hein. En gros, quand je m'entraînais beaucoup, je mangeais tant de grammes. Quand je m'entraînais moins, je mangeais tant de grammes. Et quand je m'entraînais pas, je mangeais plus de glucides. Donc, les gens disent ah, elle pèse de ce qu'elle mange. Mais non, en fait, c'est exactement comme si tu mets ton riz dans ta casserole, sauf que moi, je mettais mon riz dans ma casserole qui était sur une balance. Donc, c'est pareil. C'est juste que je faisais un peu plus attention. Donc, il y avait ça, il y a apporter des légumes, des légumineux, gérer la quantité, comme je te dis, en fonction de ta dépense énergétique, gérer les aliments que tu manges, c'est-à-dire éviter ce qui est acide. Parce que nous, le problème quand tu t'entraînes 2 fois par semaine, c'est que des fois, 2 fois par jour, quand tu vas à l'entraînement, parfois, tu n'as pas fini de digérer. Il faut faire attention à ce que tu manges avant. Les produits laitiers, moi, j'ai banni les produits laitiers qui venaient de la vache. Je suis passée sur du fromage de chèvre à pâte dure. En général, c'est ça. La viande aussi, la consommation de viande. Donc, réduire la viande rouge. En manger que pendant tes jours de repos. Manger de la viande, donc de la protéine animale en fonction de
de l'importance de ta séance. C'est-à-dire que si c'est une séance où tu te rentres dedans, où tu as de la casse musculaire, tu vas manger peut-être plus des protéines animales, alors que quand c'est juste un footing, je vais manger du poisson, tu vois. Je vais manger des trucs un peu plus légers, un peu moins lourds, plus faciles à digérer, voilà. Donc, c'est tout ça qui s'est mis en face petit à petit. Mais les premières années, en fait, c'était difficile. J'avais des comportements d'anorexie, j'avais des comportements boulimie en fin de saison. Les 2 premières années, ça a été très difficile parce qu'en fait, tu fais attention toute l'année. Et à la fin de la saison, limite, des fois, je rentrais et je ne mangeais plus. Je n'avais pas faim. Parce que je réduisais, en fait. Je réduis ce que je mange par rapport. Parce que à la fin de l'année, quand tu arrives sur tes compétitions, tu t'entraînes moins. Donc, en fait, tu manges moins. Et sauf qu'au bout d'un moment, tu tombes vite dans un cercle vicieux, tu vois. Et heureusement, je m'en suis rendu compte. Après, j'ai eu un peu des crises de boulimie parce que les compétitions se sont un peu mal passées. Donc, forcément, à la fin, tu pètes des câbles. Et ça a duré 2 ans. Et en fait, une fois que ça s'est ancré dans ma vie, j'ai plus eu de problème après. Et puis, j'étais claire avec moi-même aussi quand j'ai commencé à avoir des comportements anorexiques. J'étais pas en train de bégayer, de dire non, moi ça va très bien. Non, je me regardais devant une glace, je me disais arrête tes conneries là. Tu vas devenir. L'été, on est entre 13 et 14,5 de masse grasse. Donc, c'est vraiment très bas en fait. Chez les femmes, on perd, on est souvent aménorrhée aussi. Ah, t'as des troubles, toi? Ouais. De toute façon, quand tu descends en dessous de 15% de masse grasse, en général, tu as des troubles. T'as des troubles, c'est compliqué. Donc voilà, donc la 3e année, j'ai pris plus de recul par rapport à tout ça. Quand j'avais envie de me faire plaisir, je me faisais plaisir. Par rapport au discours que j'avais avec ma coach aussi, ça a évolué parce qu'au début, elle était très rigoureuse sur ce qu'on mangeait. Limite, moi, j'avais peur de manger un gâteau devant ma coach, ça me faisait flipper. Parce qu'en fait, dans le demi-fond, comme je disais, c'est très tabou. Donc, en fait, limite, tu te cachais pour manger un gâteau. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, non, mais attends, Charlotte, tu fais attention toute l'année. Tu sais très bien où tu vas. Si tu as envie de manger un gâteau, tu le manges. Et en fin de compte, plus tu manges bien, et plus que tu manges, il faut que ça soit de la qualité parce que moi, aujourd'hui, je mange un cookie dégueulasse, ça me donne mal à la tête. Chaque fois, je dis non, mais moi, si c'est trop sucré, dans ma tête, c'est les feux d'artifice. C'est que, en fait, je n'aime plus la mauvaise bouffe. C'est que ça me fait même pas plaisir, en fait. Parce que ça fait des années que j'ai habitué mon corps à manger correctement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est vraiment une fierté parce que j'ai plus de problème à me dire ok, là, tu vois, ça fait 1 mois, je fais attention à ce que je mange. Mais je suis pas là à me dire oh putain, je me prive. Il y a les compètes qui arrivent. Non, je sais comment je fais, je sais comment je réduis, je sais où est ma limite. Je sais que si j'ai envie de manger, de me faire plaisir, un petit truc, je vais le faire parce que je sais qu'à côté, je fais attention à comment je mange. Et ça fait 3 ans, à chaque fois que je vais faire ma visite médicale début décembre, ça fait 3 ans que je suis au même poids et à la même masse graisseuse. Parce que c'est 1 mois avant les compétitions et que je suis réglée comme une horloge et que j'ai plus de problème. Et ça, je trouve que c'est magique. Et ça, Tu pèses encore tes aliments? Non, presque plus. C'est rare. Si, quand je suis chez moi. Mais en fait, je les pèse parce que ça m'évite d'avoir des restes. Ça, c'est bien. J'ai un frigo, mais il ne me sert à rien, en fait. Enfin, très peu. Donc oui, je pèse encore mes aliments quand je suis chez moi. Mais tu vois, par exemple, là, je suis en stage, je ne pèse pas mes aliments. Alors qu'avant, j'aurais été limite avec emmener ma balance au repas, tu vois. C'est quoi ton petit déjeuner idéal? Mon petit déjeuner idéal, franchement, je me fais une salade, là, avec des fruits, avec du beurre de cacahuète dans mes fruits, avec des fruits secs, avec Attention, des c'est pas du beurre de cacahuète, c'est de la purée de cacahuète. La purée de cacahuète, ouais. Attention, La bio, machin, ça c'est je kiffe trop. Et avec mes graines de chia, avec mes cranberries, mes baies de goji, ça j'adore. J'aime trop. C'est marrant. Voilà. Tu t'as dit une phrase qui m'a interpellé. Tu as dit, en fait, les gens, ils te jugent de la façon dont tu manges, alors que c'est eux qui font n'importe quoi. Et ça m'a interpellé parce qu'en fait, je vais faire le lien avec le Kenya. Culturellement, est-ce que tu as vu une différence avec les Kenyans dans leur perception de l'être humain dans son environnement? Comment, en Afrique, l'homme se perçoit au sein de son environnement?
Et quelle est la différence avec l'Europe? Et pour quelle raison, toi, tu as dit que finalement, c'est toi qui t'alimentais correctement? Et j'ai la réponse, hein, mais je voudrais t'entendre dire par rapport aux autres qui disaient que ce n'était pas toi. Et je fais ce lien avec l'environnement qui est en plus une de tes Mais passions parce aussi qu'aujourd'hui, aujourd'hui. on est dans une société de consommation qu'il n'y a pas au Kenya. C'est pas pareil. Là-bas, au Kenya, ils mangent par exemple les fruits de saison. Ils mangent les choses qui vont arriver dans la saison. Si tu veux, c'est moins diversifié parce qu'ils mangent par rapport à ce que la nature leur donne au moment présent. Moi, je mange un peu pareil, c'est-à-dire qu'en fait, mon alimentation. Alors, on dit qu'il faut avoir une alimentation variée. Oui et non. Il faut avoir une alimentation variée, mais en fonction de ce qu'on nous propose à manger. C'est-à-dire que les soupes, ben moi, quand je vais acheter mes légumes, je vais acheter les légumes de saison. Et par exemple, au mois d'octobre, on était à Font-Romeu à la cantine. C'était très bon, il n'y avait pas de problème. J'étais malade parce qu'en fait, tous les jours, on mangeait des choses différentes. Et ça, c'est pas bon de manger. En fait, c'est de la consommation. C'est ce truc de la société de consommation où on dit ah tiens, je peux acheter des fraises au mois de décembre, je vais en acheter en manger. Mais en fait, on n'est pas fait pour manger des fraises au mois de décembre quand tu habites en France. Et c'est ça le souci, je pense. Et que j'ai vu qu'au Kenya, il n'y a pas ça. C'est parce que il n'y a pas ce truc où tu as envie de manger parce que ça te fait plaisir. Tu vois, enfin, tu vois ce truc de consommation, dire ah tiens, je vais manger ça. Non, là-bas, tu manges ce qu'on te sert en fait. Et en fait, parfois, les gens, par exemple, ils se disent ah, purée, ça va me faire trop plaisir de manger ça. En fait, on va associer. Alors, c'est bien d'associer le plaisir à la bouffe. Hein, je suis complètement d'accord. Moi, je suis de même. Je viens de dire je kiffe le beurre de cacahuète. Mais là-bas au Kenya, ils sont pas là à dire ouais, ça va me faire trop plaisir de manger. Enfin, ça, tu vois, non. Eux, là-bas, ils mangent pour manger, en fait. Et nous, ça, dans notre société, et bah, c'est pas tout à fait pareil, tu vois. Je sais pas si c'est ce que tu attendais comme réponse, mais... C'est ta réponse. Ça me va très bien. Et donc, toi, aujourd'hui, on a vu Charlotte l'athlète, Charlotte l'étudiante et Charlotte la femme. Mais il y a aussi Charlotte la future, je ne sais pas comment on peut dire, mais le côté, l'aspect professionnel. Professionnel. Tu te diriges vers l'environnement. Ouais, bien sûr. Euh, c'est important. En tout cas, je sais que ça te tient à cœur. Ah ouais. Aussi, tu as beaucoup évolué sur ça. Et qu'est-ce que tu rêverais de faire là plus tard? Alors évidemment, je ne parle pas du niveau sportif, hein, ça je reviendrai pour finir, mais au niveau professionnel, vers quoi tu te verrais plus tard aller comme métier? Moi, quand les gens me demandent, je dis je veux aider à changer le monde. Je ne sais pas quel métier je ferais. Mais par contre, je veux faire un métier où je me dis à la fin de ma vie, j'ai œuvré pour un monde meilleur. Et ça, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, la place de l'environnement, elle est pas assez présente autour de nous. Et je trouve ça très dommage. Rien que dans l'éducation, je trouve qu'on est là en train d'encore apprendre Charlemagne et trucs et machin. Ah, c'est très important, l'histoire. Hein. Mais ce qui est important, c'est demain surtout. C'est demain. Et moi, aujourd'hui, les études, donc le master que je fais en gestion d'environnement, clairement, j'en ai rien à faire. Enfin, je m'en fiche de ce qu'il y a dans le master. Moi, c'est pour avoir master avec gestion d'environnement et que demain, quand je vais, je ne sais pas quel métier je ferai, mais que j'ai cette clé-là qui me permet de pouvoir aller taper à la porte de toutes les boîtes, ou peut-être moi je vais monter mon entreprise, j'en sais rien, je ne sais pas encore de quoi, mais de me dire je veux travailler pour un monde meilleur. Et pour moi, le monde meilleur, ça passe par l'environnement. Alors l'environnement, il y a, comme on disait, tout ce qui est la consommation, les énergies, la construction des bâtiments, la rénovation énergétique. Ça englobe beaucoup. Mais par contre, je veux pas passer ma vie à croiser les pouces et à regarder qu'autour de nous, tout s'effondre de la gueule. Non, j'ai envie de faire partie des gens qui vont aider. Alors, c'est peut-être utopique. Franchement, il y a la moitié des gens qui disent ah, vas-y, laisse tomber, ça sert à rien, c'est mort, la planète, on va tous mourir. Ouais, bah, moi, ça ferait longtemps que j'aurais arrêté l'athlétisme si c'était comme ça. Et donc, voilà, mon objectif professionnel, c'est ça. Et demain, dans la aujourd'hui, je suis à la recherche de mécènes, en fait, mais dans ce projet, je cherche aussi une entreprise qui pourrait m'accueillir pour mes stages en master et en master 2.
Et, Tu cherches quoi comme entreprise? Dans l'environnement, peu importe. Dans l'environnement, peu importe. Franchement, peu importe. Moi, je suis ouverte. Je suis vraiment ouverte à tout. J'aime explorer, j'aime découvrir, j'aime apprendre. Alors, j'ai un bagage qui me facilite la chose dans le sens où mon premier diplôme, c'est dans le bâtiment. Donc, tout ce qui est la rénovation énergétique et tout, c'est vraiment parce que le bâtiment, c'est un des plus gros pollueurs sur notre planète d'émissions de CO2. Mais c'est de me dire, demain, dans l'entreprise dans laquelle j'irai, je mettrai autant d'investissement dans cette cause que dans l'investissement que je mets aujourd'hui pour demain aller aux Jeux Olympiques. Voilà. Je vais te poser une dernière question. Paris 2024, tu y seras ou tu y seras pas? C'est l'objectif. Hein. Je suis plus Paris 2024 que Tokyo 2020-2021. C'est sûr, oui. C'est sûr. Je ne sais pas sur 800 ou sur 1500, j'en sais rien. Mais ouais, aujourd'hui, en tout cas, je suis en train de construire ma vie avec quelqu'un et en gros, on parle de 2024 ouais, pour nos démarches futures, quoi, pour notre construction de vie à deux. On parle de ce qui va se passer jusqu'en 2024, en tout cas d'un point de vue sportif. Je te remercie beaucoup, Charles. De rien, Loïc. C'est un super moment. Je te dis à bientôt. bientôt, Loïc. Merci beaucoup.